Est-ce que vous connaissez Victor Biakaboda ou le capitaine Tomba? Je suis sûr que non. C'est pourtant deux héros africains que la plupart d'entre nous ne connaissent pas et dont la plupart d'entre nous n'a d'ailleurs jamais entendu parler. Et pourtant, le capitaine Ibrahim Traoré en parle dans l'une de ses vidéos. Je vous prendrai l'exemple d'un guerrier qui s'est battu, Victor Biakaboda. Lisez, vous comprendrez. Et le fait que nous ne les connaissions pas illustre encore à quel point nous donnons si peu d'importance à nos héros. Dans cette vidéo, le but sera de nous faire connaître qui étaient ces deux personnages importants pour l'histoire de l'Afrique, à savoir Victor Biakaboda et le capitaine Tomba. C'était une espèce de fouet, mais un fouet tellement tranchant qu'il le blessait en coupant la peau. Et c'est avec ce fouet-là que cet esclave a été battu par le maître, du fait de son attitude audacieuse. Cela signifie que le capitaine Tomba est devenu célèbre. Mais pour en arriver au niveau de mener des résistances, de mener des attaques contre les vendeurs d'esclaves, de s'opposer à la traite négrière, de gâter ce commerce hideux, ce commerce sale. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est la source de pétrole, la source énergétique, si capitale à l'indépendance politique de la France et partant de l'ensemble franco-africain. Nous voulons en effet, par l'exploitation des richesses pétrolières, rendre à la France et à l'ensemble de l'Union française leur indépendance vis-à-vis de l'étranger en matière énergétique. Et on dit, depuis 1950, l'affaire Biakaboda est frappée d'ostracisme en Côte d'Ivoire. Donc, cela signifie que depuis l'indépendance, on a fait l'omerta de cette histoire de Victor Biakaboda. Et ça explique aussi en partie pourquoi son histoire est si peu connue aujourd'hui des Africains. Pourtant, c'est un de nos héros qu'il nous faut célébrer. Et je fais cette vidéo pour lui rendre hommage justement et le faire connaître. Je profite de cette vidéo pour vous informer que mon livre Africain et fier vient de sortir aux éditions Argent Livre. Il est disponible au choix en version papier ou en version PDF. Vous pouvez l'avoir au choix sur Amazon. Et si vous êtes résident en Afrique, vous pouvez aussi l'avoir là-bas sur argentlivre.com. J'ajoute également que je vous offre gratuitement une liste de plus de 180 prénoms africains que vous pouvez recevoir directement par mail grâce au lien qui est en description. Et bien sûr, en plus du lien pour les prénoms africains, tous les liens pour avoir le livre Africain et fier sont également en description. Bonjour, je m'appelle Mansaye, bienvenue sur Afrilibre et prospère. Écoutez. Je vous prendrai l'exemple d'un guerrier qui s'est battu, Victor Biakaboda. Lisez, vous comprendrez. Il est issu d'une famille de chefs, pas de la chefferie donnée par le colon. Il était un enfant digne. Il a fait ses études au Sénégal, je crois. Il est venu médecin en Guinée et lorsque le RDA a été créé, il a rejoint la Côte d'Ivoire pour mener le combat contre les impérialistes, contre les envahisseurs, contre le colon. Il a essayé d'organiser la société ivoirienne. Partout, les gens ont commencé à porter la voix. Il y avait en son temps un général Péchou qui a fait massacrer les populations ivoiriennes pour que jamais cet esprit de liberté ne puisse germer. Il a continué son combat aux côtés de Félix Houphouët-Boigny. Ils ont lutté, mais le plus virulent était Victor Biakaboda. Il représentait une menace pour les impérialistes. Qu'ont-ils fait? En plus de massacrer les populations qui manifestaient, un soir, ils l'ont tué de manière atroce à côté de Boisflé. Quelques heures après, lorsque les populations de Dimbokro ont entendu l'assassinat, ils ont marché, ils ont manifesté, ils ont été massacrés par l'armée coloniale. L'histoire est têtue, les faits sont là. Après sa mort, qui a fait peur à Félix Houphouët-Boigny, ils l'ont appelé et ils l'ont dit: si vous continuez la lutte, vous connaîtrez le même sort. Il a eu peur et il s'est rallié à l'impérialisme. Il a été nommé ministre en France et plus tard il est venu prendre les rênes de la Côte d'Ivoire. Et ils l'ont utilisé pour éliminer beaucoup d'autres personnes qui osaient lever la voix. Et je pense que Thomas Sankara est un bel exemple. Si vous avez peur, vous serez lâche et vous serez traître. N'ayez jamais peur. La lutte doit continuer. Il y a beaucoup d'autres exemples à travers le monde. Et il y a ce phénomène qu'ils ont aussi utilisé depuis belle lurette et qu'ils continuent d'utiliser. Voyez-vous, certains... Vous avez entendu. Le capitaine Ibrahim Traoré, dans cette vidéo, nous donne un peu un bref aperçu de l'histoire de Victor Biakaboda. Je suis sûr que la plupart d'entre nous, vous ne savez même pas qui c'était. Et pour en savoir plus, vu que le capitaine Ibrahim Traoré nous démontre encore à quel point il connaît l'histoire et à quel point son engagement et ce qu'il fait actuellement au Burkina Faso n'est pas le fruit du hasard et que ce n'est pas par hasard qu'on le
qu'on le compare souvent à une sorte de réincarnation de Thomas Sankara, j'ai décidé de faire mes devoirs et de faire des recherches sur Victor Biakaboda afin de vous partager davantage ici qui était cet homme, de manière à lui rendre hommage, de manière à lui rendre honneur, car nous, Africains, avons besoin d'honorer nos héros disparus. Mais avant de plonger dans l'histoire de Victor Biakaboda, parlons de l'histoire du capitaine Tomba. Quand on fait une recherche sur Google concernant le capitaine Tomba, voilà. Donc, j'ai fait quelques recherches sur le capitaine Tomba et je vais commencer déjà par partager un peu ce que Wikipédia dit sur lui. On parle ici du capitaine Tomba qui est un dirigeant Baga. Les Bagas, ce sont une population d'Afrique de l'Ouest, plus ou moins dans la zone de Guinée et Guinée-Bissau. Et qui, au XVIIIe siècle, y fédère plusieurs villages des abords du Rio Nunez, dans l'actuelle Sierra Leone, afin de s'opposer au commerce triangulaire. Oui, voilà un monsieur, un capitaine, qui à son époque, en plein milieu de la traite de gruyère, décide de frapper du poing sur la table et de dire stop à cette pratique qui l'offusquait au plus haut point. Son action militaire est réprimée et il est alors capturé et transféré à l'île de Buns, où il devient esclave, malheureusement. Mais il a eu le courage de se lever et de s'opposer à la traite négrière de manière vigoureuse et farouche en prenant les armes. Il fait l'objet de descriptions contemporaines lors de sa vente en 1721. Il embarque à bord du navire négrier Robert of Bristol et il organise une mutinerie qui échoue. Donc non seulement il s'est battu quand il était encore libre en fédérant plusieurs villages et en les conduisant en tant que capitaine vers la lutte contre la traite négrière. Sur le bateau qu'il embarque pour l'amener aux États-Unis, aux Amériques, il organise encore la révolte sur place. Malheureusement, il échoue. Et en novembre 1721, il est vendu avec 189 autres esclaves à Kingston, en Jamaïque. Un peu plus loin dans ce qu'on dit de lui sur Wikipédia, on dit qu'il s'attaquait non seulement aux Européens, mais aussi aux Africains qui se mêlaient à ce commerce d'esclaves en tant que marchands. Donc il les attaquait, les harcelait d'un point de vue militaire, avec son groupe d'hommes, pour faire capoter leur sale commerce. Et malheureusement, on dit encore qu'on lui a tendu un piège dans la nuit, et malheureusement, c'est comme ça qu'on a pu le capturer. Et que pendant la capture, 2 personnes ont perdu la vie. Et que malheureusement, quand même, pour le capitaine Tomba, il a été capturé cette nuit-là, par un certain dénommé John Litzine. Et j'ai fait davantage de recherches historiques autour du capitaine Tomba. Et j'ai trouvé des archives, notamment dans ce livre. Malheureusement, il n'y a pas une version française. J'ai trouvé le livre en anglais. Et qui s'intitule Voyage to Guinea, Brazil and the West Indies. Donc, voyage en Guinée, au Brésil et dans les Indes occidentales, c'est-à-dire les Amériques. Et l'auteur de ce livre est John Atkins. Donc, le livre date du XVIIIe siècle, l'époque contemporaine du capitaine Tomba. Et à la page 41 de ce livre, John Atkins raconte l'histoire ici de celui du capitaine Tomba. Qu'est-ce qu'il est dit à propos de lui? Donc, page 41. Donc, je lirai en anglais et après je traduirai rapidement en français pour ceux qui ne comprennent pas la langue. Donc, ici, pour mettre un peu le contexte ici, John Atkins, à cette page 41, décrit une scène de vente d'esclaves. Et voilà, il dit The slaves were brought here. Donc là, il est en Sierra Leone. Ici, il est en Sierra Leone dans le cadre de ce voyage. Et il décrit ici une scène de vente de plusieurs esclaves. The slaves, when brought here, have chains put on 3 or 4 linked together under the care of the grometas till opportunity of sale, and then go at about 15 pound good slave, allowing the buyer advance on his goods. Donc là, il dit que les esclaves étaient enchaînés par groupe de 3 à 4 et sous le contrôle ou la surveillance de ce qu'on appelle leur grometa. Je crois que c'est un mot espagnol ou portugais. Jusqu'à ce que l'opportunité de les vendre se présente.
As these slaves are placed under the lodge near the owner's house for air, cleanliness, and customer better viewing them, I had every day the curiosity of observing their behavior, which with most of them was very dejected. Once on looking over some of old Cracker slaves, et John Atkins dit ici, lorsque ces esclaves étaient ainsi placés sous ce qu'il appelle les loges, qui sont des loges situées près de la maison des propriétaires d'esclaves, pour que ceux-ci puissent prendre de l'air et puissent être nettoyés en attendant les clients, et que les clients puissent bien les voir dans ces loges. Il avait la curiosité, John Atkins, d'observer le comportement de ces esclaves et qu'il trouvait plus ou moins plutôt pathétique. Puisque bien sûr, ça ne pouvait être qu'un comportement de personnes brisées parce que enchaînés, capturés, privés de leur liberté et ne sachant pas le sort terrible qui les attend devant eux, c'est normal qu'ils aient vraiment un comportement des plus désespérés et des plus négatifs. Mais il dit ensuite, Once on look over some of old Cracker slaves, I could not help taking notice of one fellow among the rest, of a tall, strong, meek, and bold, stern aspect. Et il dit, pendant qu'il observait dans le comportement de ses esclaves, il ne s'est pas empêché de remarquer qu'il y a un de ses esclaves qui sortait carrément du lot de par son comportement. Il était grand de taille, fort, physiquement fort, et assez costaud, bold. Costaud et même bold, c'est bold, quelqu'un d'assez audacieux, d'assez courageux dans son comportement, malgré qu'il était sous les chaînes avec les autres esclaves. As he imagined, we were viewing them with a design to buy. He seemed to disdain his fellow slave for their readiness to be examined, and as it is, were scorned, looking at us, refusing to rise or stretch out with his limb as the master commanded. Donc, cet esclave particulier qui avait l'air audacieux, l'air courageux et se démarquait particulièrement des autres de par son attitude, cet esclave regardait ses autres compères de malheur, dont les autres esclaves qui étaient enchaînés avec lui. Il les regardait avec dédain, avec mépris. Pourquoi? Parce que ces derniers se comportaient de manière il dit ici, for their readiness to be examined. Donc ces autres esclaves étaient vraiment enclins à se faire examiner. Ils montraient de la promptitude à vouloir se faire examiner par les potentiels acheteurs. Alors que lui, justement, il ne voulait pas, n'avait pas du tout cette attitude. Et du coup, il méprisait les autres esclaves du fait qu'il montrait cet engouement à vouloir se faire examiner et se faire acheter. Donc, non seulement il méprisait les autres esclaves pour ce comportement de bassesse, mais en plus, comme c'est écrit ici, he scorned looking at us, refusing to rise or stretch out his limb as the master commanded. Donc lorsqu'on lui demandait de se lever, de montrer ses mains, de se lever, de s'exhiber pour qu'on puisse examiner, non seulement il refusait, mais en plus il regardait aussi ses acheteurs potentiels, donc ses acheteurs, ces Européens avec dédain également. Et voilà comment il leur résistait, bien qu'étant déjà sous les chaînes. Et là, je vous rappelle qu'on n'a pas encore mentionné le nom du capitaine Tomba. On va le mentionner à la deuxième page. Mais il s'agit de lui là. Et on continue. Which of him, an unmerciful wiping from Cracker's own hand, with a cutting manatee stramp, and had certainly killed him, but for the loss he himself must sustain by it, all which the Negro bore with magnanimity, shrinking very little, and shedding a tear or two, which he endeavored to hide. Donc, et par ce refus de se mettre à disposition pour se faire examiner, le maître a décidé de le frapper en utilisant ce qu'ils appellent ici a manatee stram, a cutting manatee stram. C'est une espèce de fouet, mais un fouet tellement tranchant qu'il le blessa en coupant la peau. Donc, il n'y a pas les mots exacts pour traduire en français, mais en tout cas un fouet spécial qui était tellement tranchant qu'il coupait vraiment la peau. Et c'est avec ce fouet-là que cet esclave a été battu par le maître
du fait de son attitude audacieuse. Mais ce maître hésitait encore à le frapper vraiment jusqu'au bout parce qu'il aurait pu le tuer, parce qu'en le tuant, il aurait perdu un esclave. Rappelez-vous que on le décrit ici comme étant quelqu'un de fort, quelqu'un de costaud, en plus de son audace. Et donc, il s'est fait frapper par le maître. Et le maître a encore dû arrêter de le frapper de peur de le tuer. Et que malgré qu'on le frappait, cet esclave refusait de se soumettre. Et en plus, non seulement il encaissait les coups avec une certaine magnanimité, ce qui est dit ici, the Negro bore with magnanimity, shrinking very little. Donc ça veut dire que non seulement on le frappait, il supportait les coups avec magnanimité, avec force. Et en plus, il évitait de montrer la douleur des coups. Parce qu'on dit ici là que shading et tear tout. Donc non seulement il cachait que ça lui faisait mal en évitant de se recroqueviller trop fort qu'on voit sa douleur, mais en plus il se retenait de pleurer. Donc quelques larmes, une ou deux larmes ont réussi à couler, mais globalement, le monsieur, l'homme, gardait tout son calme et toute sa dignité pour montrer de la résistance par rapport au maître qui le frappait en face. Et ensuite, page 42, la suite. All the company grew curious at his courage and wanted to know of Cracker how he came by him. Donc, face à ce courage, toute la compagnie, donc tous ceux qui participaient à la scène, des sachets-peurs potentiels, le public, les Européens qui étaient là, ont été frappés par son courage et ont voulu en savoir plus en posant les questions à Cracker, de monsieur qui voulait le vendre. Donc son nom c'était Cracker. Et c'est les gens, dont ces Européens présents, et par curiosité, posent la question à donc Cracker, comment ils ont fait pour avoir cet esclave. Et Cracker leur explique, who told us that this famed fellow called Capitaine Tomba was a leader of some country village that opposed them and their trade at the river News, killing our friends there and firing their cottages. Donc, Cracker a donc raconté l'histoire et a expliqué que cet esclave qui refusait de se soumettre, non seulement avait du mépris pour ses frères qui acceptaient de se faire vendre, mais en plus avait du mépris pour ceux qui voulaient l'acheter et refusait de se montrer brisé lorsqu'on le frappait, malgré la douleur des coups et la violence des coups, gardait cette dignité, cette magnificence, cette magnanimité. Cracker raconte qu'en fait, ce monsieur s'appelle Capitaine Tomba et qu'il était le leader, que c'est un leader qui a rassemblé plusieurs villages sous son leadership afin d'aller s'opposer à la traite négrière et au commerce de Cracker et de tous ceux qui réalisaient le commerce des esclaves, la traite négrière, dans le secteur de la rivière News. Et dans cette opposition à la traite négrière, il a tué plusieurs des marchands d'esclaves et a même brûlé leur cottage, donc leur lieu de vie, leur lieu de commerce. Il a mis le feu à tous ces ensembles dans sa résistance. Non, mais on ne précise pas ici combien de temps cette résistance du capitaine Tomba a duré, mais vu qu'il dit ici que justement, who told us that this famed fellow, fame, ça veut dire que célèbre, ça veut dire célèbre. Cela signifie que le capitaine Tomba est devenu célèbre à cause du fait de ses faits d'armes. Est devenu célèbre grâce à ses faits d'armes. Mais pour en arriver au niveau de mener des résistances, de mener des attaques contre les vendeurs d'esclaves, de s'opposer à la traite négrière, de gâter ce commerce hideux, ce commerce sale, au point d'en devenir célèbre, cela signifie que ça a duré quand même un certain temps, suffisamment à ce que cela forme sa réputation. Donc ça veut dire que ce n'était pas juste une action isolée de la part du capitaine Tomba et de ses équipes. Ça a duré non seulement un certain temps, mais en plus c'était des actions répétées, au point où il a acquis une certaine notoriété du fait de cette opposition virulente, de cette résistance virulente à la traite négrière. Et ce qui démontre bien qu'il mérite le titre de héros de notre point de vue africain, de notre point de vue, nous, ses descendants, qui devons l'honorer en se souvenant de sa mémoire. Et enfin, Cracker raconte ici comment ils ont réussi à l'attraper. The sufferers, this way, by the help of my men, says Cracker, surprised and bound him in the night, about a month ago. He having killed 2 in his defense, before they could secure him, and from then he was brought hither and made my property.
Donc Kraka raconte justement ici qu'avec une équipe qu'il a montée, ils ont reçu les temps d'un piège dans la nuit. Et c'est comme ça qu'ils l'ont attrapé il y a un mois, donc un mois avant qu'on raconte ces faits. Et il raconte que pendant qu'ils ont tendu cette embuscade, le capitaine Thomas ne s'est pas laissé faire. Il a réussi à quand même tuer 2 personnes de l'équipe qui l'attaquait avant qu'ils aient réussi à le faire prisonnier. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans les chaînes ici et qu'on raconte son histoire dans ce livre. Et c'est important pour moi, en tant qu'Africain, de faire ressusciter l'histoire de ce digne fils d'Afrique qui est trop peu connu en vous la faisant connaître à travers cette vidéo. Pendant le montage de la vidéo, j'ai trouvé d'autres archives qui montrent que l'histoire du capitaine Tomba ne s'arrête pas là. En fait, une fois qu'il a été vendu, l'histoire continue sur le navire à bord duquel il était embarqué vers les Amériques. On dit ceci. À bord du navire, Tomba parvient à convaincre plusieurs esclaves de tenter de prendre le contrôle du navire, mais leur plan échoue. Selon John Atkins, il s'allie à 3 ou 4 esclaves, dont une femme qui suivait le nombre d'hommes sur le pont. Lorsqu'il y a moins de 5 hommes, elle apporte à Tomba un marteau et ce dernier met à exécution le plan. Cependant, sur les différents esclaves, un seul l'accompagne finalement. Oh, les traîtres! Donc sur 3 à 4, il n'y a qu'un seul courageux qui a accepté de suivre le capitaine Tomba. Sur le pont, il tue 2 marins rapidement, puis un troisième qui se réveille et pousse un cri. 2 autres marins arrivent sur le pont et parviennent à maîtriser Tomba. Afin de punir et soumettre Tomba, Richard Harding l'épargne volontairement. D'après Atkins, un esclave aussi robuste a trop de valeur pour être tué. Il organise une punition particulièrement violente pour les autres esclaves. Il tue un premier esclave et force les 2 autres à manger de sa chair devant capitaine Tomba. Après ce repas forcé, il les tue également. Il fait ensuite fouetter et scarifier Tomba et l'esclave qui l'aida pour la mutinerie. Quant à la femme esclave, il la pend par les pouces, la fouette et la taillade devant tous les esclaves jusqu'à ce que mort s'en suive. Après avoir accosté en Côte d'Or pour son approvisionnement principal, le navire négrier prend alors le large le 28 juin 1721 en direction de la Jamaïque avec 220 esclaves à bord. Le 7 novembre 1721, il arrive à Kingston et en débarque 190. Le capitaine Tomba survit au voyage et fait partie des esclaves vendus. Qu'est-ce que nous apprend cette histoire? Déjà, une remarque très juste que le professeur Franklin aussi fait souvent dans ses vidéos, c'est que tu te sois soumis parce que tu as cédé à la peur ou que tu aies montré de la résistance en montrant du courage, en te battant pour être libre. Peu importe l'attitude que tu adoptes, de toute façon, les colonisateurs, les esclavagistes, les envahisseurs occidentaux en face te traiteront toujours de la même manière. Donc ce n'est pas en te montrant peureux, en te montrant lâche que ça va te sauver. Parce que ici, comme on voit dans cette scène, même ceux qui n'ont pas suivi le capitaine Tomba dans la mutinerie ont été punis parce qu'on les a de toute façon forcés à manger de la chair humaine et après on les a tués. Donc, mourir en lâche ou mourir en résistant, mieux vaut encore mourir en résistant parce que de toute façon, même si tu te montres lâche et peureux, on va quand même te tuer, on va quand même te punir. Et c'est important même pour une leçon à retenir, même pour nous, génération aujourd'hui. Pendant qu'on voit ce qui se passe à l'AES, qui sont en train de résister, donc autant mieux se comporter comme ce qui se passe actuellement à l'AES, où ils sont en train de résister au néocolonialisme, parce que de toutes les façons, les néocolons, que tu aies été lâche, que tu aies collaboré, ou que tu résistes et que tu arraches ta liberté, ils vont toujours traiter de la même manière. La preuve avec les procès sur les biens mal acquis. Mais on arrache quand même les biens mal acquis de ces dirigeants néocolonisés. Et on les menace quand même. Et de toute façon, en fin de compte, dès qu'il y a une situation qui n'arrange pas les néocolons, ils te frappent. Ils te punissent. Donc autant mieux se battre, être digne, la tête haute,
Parce que même si la lutte pour la libération n'est pas facile, parce qu'en face, ils ne vont pas non plus se laisser faire, autant mieux se battre et avoir la dignité d'être battu et de se libérer. Et de l'autre côté, quand on voit des histoires aussi inspirantes que celle du capitaine Tomba, on se demande où sont nos romanciers africains pour s'inspirer d'une histoire comme celle du capitaine Tomba et écrire des romans épiques là-dessus. Où sont nos scénaristes africains pour s'inspirer des histoires comme ça, pour raconter, pour créer des séries, pour créer des films qui vont inspirer les jeunes générations. Comme quoi, tous les Africains, pendant les périodes de la tête américaine, n'étaient pas des vendus. Il y en a plusieurs héros comme ça, les héros anonymes, qui ont résisté, qui sont battus, qui sont opposés à la traite négrière avec les moyens qu'ils avaient. Parce que si l'histoire du capitaine Tomba arrive comme ça, les bribes d'histoire, parce que pour trouver ces archives, il faut vraiment fouiller. Si des bribes d'histoire comme ça arrivent jusqu'à nos oreilles, ça signifie qu'à cette époque, forcément, il n'était pas le seul à avoir cette attitude révolutionnaire, cette attitude de résistance, cette attitude d'opposition aux négriers. Or, si on laisse toujours les Occidentaux être, ou les chasseurs, entre guillemets, être ceux qui racontent l'histoire, ils vont la raconter à leur manière. Et imaginez par exemple, dans 200 ans, il faut qu'on raconte dans 200 ans, que nos descendants dans 200, 300 ans découvrent l'histoire de ce qui se passe aujourd'hui avec le néocolonialisme en Afrique. Si les néocolons sont les seuls qui racontent cette histoire, ils vont se contenter de dire que les chefs d'État africains vendaient leurs matières premières, bradaient les richesses de leur peuple à l'Occident et au reste du monde, et s'enrichissaient au passage au détriment de leur population. Et on va retenir de cette manière l'image des Africains qui, comme à l'époque de la traite négrière, ont vendu leurs propres frères, à l'époque du néocolonialisme, sont encore ceux qui ont vendu leur propre pays. Oubliant que parmi ces États africains, tous n'étaient pas des vendus. Parce que d'un, ils vont omettre de dire dans leurs livres d'histoire dans 200, 300 ans que ces chefs vendus, c'est eux qui les ont placés là comme étant leurs marionnettes en tuant les véritables révolutionnaires, les véritables patriotes vis-à-vis de leur pays. Ils vont omettre de dire ça, d'un. Et de deux, ils vont aussi omettre de parler, par exemple, de ce qui se passe dans l'AES. Ils vont omettre de parler d'Ibrahim Traoré, de Abdourahmane Tchani, de Assimi Goïta. Ils vont omettre de le faire parce que ça ne les arrange pas. Alors que justement, si c'est nous-mêmes qui racontons notre propre histoire, on mettra en avant l'histoire de nos héros comme Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tchani, Rawlings au Ghana, etc., etc., pour démontrer que tous les chefs d'État n'étaient pas vendus, pour démontrer que, en réalité, tous les Noirs n'ont pas vendu leurs frères, tous les chefs d'État n'ont pas vendu leur pays. On a résisté, on s'est battu, et souvent même on a gagné. Parce que forcément, le chasseur qui raconte l'histoire va s'arranger à taire et à étouffer les histoires de ceux qui l'ont résisté, les histoires de ceux qui ont gagné face à eux, malgré qu'ils avaient peut-être la supériorité au niveau des armes. Mais que des gens moins armés, avec moins d'outils de résistance, ont réussi à les vaincre. Ils vont forcément omettre de raconter leur propre défaite. Si nous-mêmes on ne s'empare pas du narratif et qu'on les laisse seulement raconter l'histoire contemporaine dans les années futures. Donc c'est important d'avoir des gens sur YouTube qui parlent des histoires comme celle-ci, d'avoir des scénaristes qui mettent en film, en série, des histoires comme celle-ci, des romanciers ou des gens qui ont le talent d'écriture, qui s'inspirent d'histoires comme ça pour raconter des belles histoires, écrire des romans, des bandes dessinées épiques, intéressantes, qui racontent des histoires comme celle-ci, afin de nous valoriser nous-mêmes et de restaurer en nous notre confiance en soi, parce que nous, Africains, nous sommes capables. Parmi nous, il n'y a pas que des vendus. Il y a beaucoup qui ont un comportement positif, un comportement héroïque, comme le capitaine Tomba. Passons maintenant à l'histoire plus récente de Victor Biaka Boda. Lorsque on fait une recherche sur Wikipédia à propos de lui, voilà ce qu'on trouve. Et nous allons rapidement parcourir sa biographie. C'est le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a fait un résumé assez fidèle de sa vie, preuve encore une fois de plus de ses connaissances poussées. Parce que le combat pour être à ce niveau de leadership du capitaine Ibrahim Traoré, non seulement il faut en avoir
dans le cœur en termes de courage, mais il faut aussi en avoir dans la tête en termes de connaissances, en termes de stratégie même, en termes de connaissances, en termes de connaissances historiques, en termes de connaissances stratégiques, en termes de connaissances géopolitiques, en termes de capacité oratoire, en termes... Oh, il y a tellement de compétences que Dieu a mis dans cet homme à cet instant précis de l'histoire contemporaine pour en faire le Sankara 2, la réincarnation de Thomas Sankara. Donc ici on dit Victor Biakaboda est issu d'une famille de chefs. Les chefs, pas les chefs placés, pas les chefs fantoches placés par les colons là, mais les chefs issus de la longue tradition ancestrale africaine, de la manière dont le pouvoir politique était géré en Afrique du point de vue ancestral. Et donc il naît dans le village de Dahepa, en Côte d'Ivoire, mais il est élevé dans le village Biakou, à 12 km de Diakepa où il est né, par ses grands-parents maternels, puisqu'il a perdu, il est orphelin de père et de mère. Il est né le 25 février 1913 et il est mort assassiné le 28 janvier 1950. Et donc c'est en 1920 qu'il obtient le certificat d'études primaires élémentaires et en 1927 de brevet d'études primaires supérieures, en 1930, à Bingerville, donc toujours en Côte d'Ivoire. Et c'est en 1936 qu'il sort de l'école de médecine de Dakar, dont le capitaine avait raison. Il hésitait un peu, mais effectivement, il a étudié la médecine au Sénégal. Et ici, il a dit que après sa sortie après la fin de ses études de médecine, il exerce comme médecin, notamment en Guinée, à Zérékoré, en Guinée. Et du point de vue politique, justement, il milite au Rassemblement démocratique africain dès sa création le 18 octobre 1946 à Bamako. Et le RDA, c'est quoi? Le RDA, Rassemblement démocratique africain, est créé à Bamako le 29 octobre au congrès du 18 au 21 octobre 1946. Et qu'est-ce qu'il est dit ici d'intéressant sur le congrès de Bamako? C'est que, de plus, sur les conseils de leurs parrains français, les socialistes africains, c'est-à-dire Léopold Sédar Senghor et Lamine Gueye, en tête, boycottent le congrès de Bamako, attitude que Senghor reconnaîtra par la suite comme une erreur. Et malgré les difficultés, le congrès peut finalement se tenir à Bamako du 19 au 21 octobre 1946, sous la présidence de qui? Sous la présidence de Félix Houphouët-Boigny. Donc, Félix Houphouët-Boigny était bien membre du RDA, de même que Victor Biakaboda. Ce qui confirme le lien que Ibrahim Traoré fait dans son discours entre Houphouët-Boigny et Victor Biakaboda. Si on revient sur la biographie de Victor Biakaboda, qu'est-ce qui est dit ensuite? Et l'objectif principal du RDA est de libérer l'Afrique noire de la domination coloniale, ce qui est conforme à ses aspirations profondes. Il quitte la Guinée et rentre définitivement en Côte d'Ivoire en 1947, puis est élu sénateur du PDCI-RDA le 14 novembre 1948. Le 1er décembre de la même année, il siège pour la première fois au Palais du Luxembourg. Excellent orateur, organisateur et meneur d'hommes, il prend une part active à la lutte de libération de la Côte d'Ivoire que mène le RDA contre les autorités françaises. Et un peu plus loin, le 18 novembre 1949, le sénateur Victor Biakaboda prononce à Daloa, qui est une ville de Côte d'Ivoire, l'un de ses discours les plus virulents contre le colonialisme. Le discours se tient malgré les barrages dressés par l'administrateur André Butavar et un déploiement impressionnant de forces de police et de gendarmerie coloniale. Devant une foule qu'il harangue grâce à son art oratoire, Victor Biakaboda condamne avec véhémence les abus du colonisateur et exprime sa foi en la naissance d'une Côte d'Ivoire bientôt libre et totalement affranchie des affres du colonialisme. Face à la répression de plus en plus violente de l'administration coloniale, la détermination des nationalistes ivoiriens se renforce. Les grèves, les marches et les réunions publiques se multiplient et se durcissent. La répression aussi. La fusillade de Boisflé, toujours en Côte d'Ivoire, qui a lieu le 21 janvier 1950, coûte la vie à 3 manifestants tués au seuil de leur maison. 200 militants du RDA sont arrêtés, parmi lesquels 11 moururent en prison. Et qu'est-ce qui se passe avec Victor Biakaboda ensuite? Il est assassiné
Et ici, on raconte que dans la nuit du 27 au 28 janvier 1950, Victor Biakaboda, figure de l'aile radicale du RDA, quittant Yamoussoukro pour se rendre à Gagnoa, disparaît mystérieusement à Boisflé, de la maison où il avait trouvé l'hospitalité, après que sa voiture fut tombée en panne à l'entrée de la ville. Un corps découvert plus tard dans une clairière à Boisfier, suspendu à une branche d'arbre à 1,40 m du sol, la tête tranchée ainsi que des effets vestimentaires, puis quelques objets, dont une chevalière marquée d'un B, permettant d'identifier le cadavre décapité comme celui du sénateur Victor Biakaboda. Pourtant, le parlementaire disparu ne sera officiellement déclaré mort que le 20 mars 1953, c'est-à-dire 3 ans plus tard, après son assassinat. En effet, cette nuit du 27 au 28 janvier 1950 à Boisflé, il avait été arrêté par des supplétifs syriens de l'armée coloniale française et torturé à mort à coups de baïonnette. Quelques heures après sa disparition, un massacre s'est produit à Dimbroko, des colons ayant ouvert le feu sur une foule de manifestants, faisant 13 morts et une 50aine de blessés. Et ça aussi, le capitaine Ibrahim Traoré en parle dans son allocution du début de vidéo. Le 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire est proclamée par Houphouët-Boigny, mais elle est caractérisée par des accords de coopération qui se traduisent par une assistance totale de l'ancienne puissance coloniale dans les domaines politiques, économiques et militaires. Vous connaissez peut-être cette vérité qui est souvent dite, comme quoi ils ont tué ceux qui demandaient l'indépendance avec plus de fermeté, l'indépendance réelle, et ils ont donné cette indépendance à ceux qui le réclamaient le moins. Et c'est justement ce qui se produit ici avec Houphouët-Boigny, qui était aussi membre du RDA comme Victor Biakaboda, mais qui bizarrement, quelques années après l'assassinat de Victor Biakaboda en 1953, est celui qui en 1960 proclame l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et comme le dit le capitaine Ibrahim Traoré, bien qu'ils étaient les deux membres du même parti, certainement, on a dû lui faire peur en lui montrant le cas de Victor Biakaboda qui s'est fait supprimer du fait de son opposition à la colonisation et son désir d'une indépendance réelle de la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, la preuve que la position d'Houphouët-Boigny était de ceux-là qui réclamaient le moins l'indépendance vis-à-vis de la France, mais à qui on a donné les rênes du pays suite à l'indépendance factice. Voici une vidéo de certains propos de Félix Houphouët-Boigny en 1957 pour que vous vous rendiez compte effectivement qu'il fait partie de ceux-là qui réclamaient le moins l'indépendance vis-à-vis de la France. Donc écoutez ça, ces propos de Houphouët-Boigny en 1957, c'est-à-dire 3 ans avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire qui a lieu en 1960. Écoutez. Néanmoins, nous sommes en droit de dire que le Sahara, rationnellement exploité, peut constituer des sources immenses de richesse, non seulement pour les habitants du Sahara, pour les populations riveraines, mais également pour l'ensemble de l'Union française. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est la source de pétrole, la source énergétique, si capitale à l'indépendance politique de la France et partant de l'ensemble franco-africain. Nous voulons en effet, par l'exploitation des richesses pétrolières, rendre à la France et à l'ensemble de l'Union française leur indépendance vis-à-vis de l'étranger en matière énergétique. C'est un facteur très important dont il faut tenir compte quand on pense, quand on songe à la mise en valeur des régions sahariennes. Merci, Monsieur le Ministre. Vous entendez? Voilà le genre de personnes à qui on a confié l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans ses propos, il parle de l'exploitation des ressources du Sahara. Le Sahara se trouve en Afrique. Mais l'exploitation de ces ressources dans l'intérêt de qui? Dans l'intérêt de la France. Un Africain qui dit défendre, au lieu de défendre les intérêts de l'Afrique d'abord, défend les intérêts politiques, économiques, stratégiques de la France. Et ils ajoutent peut-être un peu pour faire semblant d'atténuer un peu la chose, comme quoi c'est pour le bien de la France et de l'Afrique. Non, le Sahara, c'est l'Afrique et le Sahara appartient à l'Afrique. Et c'est à l'Afrique, ou en tout cas aux pays sahéliens, d'exploiter le Sahara et de décider qui ils invitent pour les aider à exploiter le Sahara
selon leurs conditions, leurs avantages à eux. C'est une ressource, le Sahara est une ressource stratégique pour l'Afrique, c'est une ressource stratégique pour les Sahariens et non pas une ressource pour la France ou pour le bien de la France. Mais voilà le type de personnes à qui l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été confiée. Et voilà le type de personnes à qui l'indépendance de la plupart des pays africains, francophones notamment, et même anglophones, a été confiée. Et pour finir sur Victor Biakaboda, j'ai trouvé un livre qui a été écrit par un de ses neveux, dénommé De Valois Biaka, et qui nous permet encore d'aller un peu plus loin dans l'histoire de ce qui est arrivé à Victor Biakaboda. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Depuis 1905, et le titre s'intitule Côte d'Ivoire, la disparition du patriote Victor Biakaboda. Disparition entre guillemets, parce que vous savez, il a été tué en 1950, et ce n'est qu'en 1953 qu'on connaît officiellement sa mort, et entre les 3 ans, plein de flou. Et on dit, depuis 1950, l'affaire Biakaboda est frappée d'ostracisme en Côte d'Ivoire. Donc, cela signifie que depuis les indépendances, avec ceux qui ont été au pouvoir jusqu'à présent, on a fait l'omerta de cette histoire de Victor Biakaboda. Et ça explique aussi en partie pourquoi son histoire est si peu connue aujourd'hui des Africains. Pourtant, c'est un de nos héros qu'il nous faut célébrer. Et je fais cette vidéo pour lui rendre hommage justement et le faire connaître. Est frappé d'ostracisme en Côte d'Ivoire, en telle enseigne que la majorité des Ivoiriens ignorent l'homme Biakaboda Victor, c'est-à-dire le citoyen, le patriote et son combat politique, les circonstances de sa mort tragique et le sort réservé jusqu'à aujourd'hui à ses restes. Victor Biakaboda, né en pays becté, dans la région de Gogna, était médecin et haut responsable du Rassemblement démocratique africain, le RDA, dont la section ivoirienne était le PDCI, présidé par Houphouët-Boigny. Il fut élu au Sénat français et siégea à Paris. Son éloquence radicale et son charisme le firent craindre des autorités coloniales et également des autres leaders du PDCI, acquis en coulisses à la tutelle de la France. Et vous pouvez penser que Houphouët-Boigny, qui était aussi ministre en France, était acquis comme ça aux intérêts de la France juste parce qu'il mangeait à la mangeoire française. Mais la vérité, c'est qu'il s'agit d'une question d'intégrité. Puisqu'on voit ici que Victor Biakaboda a aussi servi à Paris, au Sénat français, mais malgré le fait qu'il a servi à Paris, qu'il a été dans les arcanes du pouvoir français, il a gardé son intégrité d'Africain. Sa boussole qui lui montrait que ici, la chose juste à faire, c'est de libérer le peuple noir des colons et de toute la maltraitance, de toute la spoliation et de tout le mépris manifesté vis-à-vis des peuples africains par ces colons français, anglais et même occidentaux en général. Depuis le temps de la traite négrière jusqu'au temps de la colonisation et même encore plus ou moins aujourd'hui avec ce qu'on appelle aujourd'hui la néocolonisation ou la France-Afrique. Houphouët étant de ceux-là, donc Houphouët était de ceux-là à qui le charisme et l'engagement radical de Victor Biakaboda faisait peur, parce qu'ils étaient déjà vendus à la France, entre guillemets. Il est assassiné en janvier 1950, mais on fait aussitôt disparaître son cadavre mutilé. Qui est ce on? La France colonialiste? Les ennemis du sénateur au sein du PDCI-RDA? Quelques mois après, Houphouët fait désapparenter le RDA du Parti communiste français. Le Sénat n'annonce sa mort qu'en 1953, alors que tous les journaux français ont évoqué une disparition bizarre dès juin 1950. Vous voyez, quelques mois après la mort de Victor Biakaboda, Houphouët fait quoi? Houphouët-Boigny fait désapparenter le RDA du Parti communiste français. Donc, autrement dit, comme le disait justement le capitaine Ibrahim Traoré, il a certainement dû être menacé et a pris peur. Et c'est comme ça qu'il a commencé, Houphouët-Boigny, à changer la ligne politique du RDA en Côte d'Ivoire, en le séparant en quelque sorte dans l'idéologie des autres branches du RDA à travers l'Afrique. Et c'est qu'il exprime ici par le fait qu'il a commencé à désapparenter le RDA du Parti communiste français. Et c'est comme ça donc que certainement, comme le dit le capitaine Ibrahim Traoré dans son discours, il est devenu traître par peur des représailles
s'il suivait la voie de la véritable liberté que prônait Victor Biakabuda. Dossier sensible que l'auteur, parent de l'illustre disparu, a voulu déterrer à ses risques et périls. Depuis 25 ans, obstinément, il assiège les autorités ivoiriennes pour que la dépouille mortelle de Victor Biakabuda soit restituée à sa famille et inhumée dans son village natal, Djaépa. En juin 1987, autre mort et autre séquestration. Le fils aîné du sénateur adopté par Houphouët, Guy César Biaka, décède bizarrement et sa dépouille va être retenue durant 1 an pour être enfin enterrée à Abidjan, malgré la coutume bêtée et les vœux insistants de sa famille paternelle. Pourquoi tant de haine vis-à-vis des Biakabuda et de leur région natale? Donc, Houphouët-Boigny adopte le fils aîné de Victor Biakabuda après la mort de son père. Pour quelle raison, on ne saurait trop le dire. Parce que même s'il n'a pas été impliqué directement dans la mort de Victor Biakabuda, cela n'empêche que cette mort a quand même dû l'impacter d'une manière ou d'une autre, dans la mesure où il connaissait l'engagement réel de Victor Biakabuda et il respectait certainement cet engagement, sinon il n'aurait pas quand même adopté son fils après la mort de son père. Mais peut-être, de l'autre côté, il avait aussi peur de suivre ce chemin. Et c'est comme une espèce d'entre-deux qu'il a choisi en adoptant le fils de Victor Biakabuda pour lui permettre d'être éduqué dans de bonnes conditions et d'avoir une éducation convenable. Sauf que malheureusement, d'après ce que dit l'auteur du livre, à savoir Devoila Biaka, ce fils aîné de Victor Biakabuda meurt aussi dans des circonstances floues. Mais est-ce qu'il est mort quand il était sous la responsabilité d'Houphouët ou alors il est mort ailleurs? On ne saurait le dire. En tout cas, ce n'est pas dit dans cette 4e de couverture. Même si il prend la peine de mentionner qu'il y avait quand même un lien entre Houphouët-Boigny et le premier fils de Victor Biakabuda. Devoila Biaka fournit ici la preuve et le résultat de ses recherches et de ses démarches en attendant que les restes mortels du père et du fils soient enfin libérés pour retourner au village natal. L'auteur y a préparé le terrain en parvenant à doter Diafera, grâce à l'aide internationale, du minimum de progrès, honorant ainsi son enfant, ce grand patriote africain et ivoirien que fut Victor Biakabuda. Donc, peut-être les mystères autour de la mort du père Biakabuda et surtout de son fils, qui a été adopté par Houphouët-Boigny, sont peut-être révélés dans ce livre, justement. Donc, si vous voulez l'acheter, le livre est disponible sur Amazon, vous pouvez le retrouver là-bas. Et enfin, Devoila Biaka, né à Djaépa, Côte d'Ivoire, il est le neveu du sénateur Victor Biakabuda, formation d'administrateur après des études d'histoire. Voilà pour l'histoire de Victor Biakabuda et du capitaine Tomba, 2 héros africains assez méconnus du grand public, mais que nous, jeunes générations, avons le devoir d'honorer aujourd'hui en ressuscitant leur mémoire, comme je viens de le faire dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé. Partagez vos avis concernant ces 2 héros africains oubliés, Victor Biakabuda et le capitaine Tomba. Et je vous dis rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour une Afrique libre, digne et prospère.